Bonsoir à tous. Vers un reconfinement national, c'est l'hypothèse qui semble privilégiée par le gouvernement pour endiguer la seconde vague de l'épidémie de Covid-19. Emmanuel Macron va en dire plus ce soir. Il prendra la parole à 20h à la télévision. D'après plusieurs sources gouvernementales, ce confinement pourrait durer 4 semaines. De nombreux secteurs s'alarment face aux conséquences économiques d'un éventuel reconfinement. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale plaide pour que l'économie soit préservée autant que possible. Attention à ne pas mettre le pays à terre, prévient-il. Avec 1 200 000 cas, la France est aujourd'hui le pays qui a le plus de personnes porteuses du virus en Europe, a précisé tout à l'heure le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion du Covid-19. L'Europe est désormais le nouvel épicentre de l'épidémie et le gouvernement italien envisage lui aussi un confinement généralisé dans les prochains jours. Les restrictions ont pourtant provoqué des manifestations parfois violentes. Pour calmer la colère sociale, l'exécutif italien débloque 5 milliards d'euros. La publication d'une caricature du président turc attise les tensions entre la France et la Turquie. Le parquet d'Ankara veut ouvrir une enquête contre Charlie Hebdo. Après le porte-parole du gouvernement, c'est le Premier ministre français qui a réagi aujourd'hui. En France, on peut publier des caricatures librement, a déclaré Jean Castex devant le Sénat. Netflix et Amazon vont devoir investir dans les productions françaises et européennes. 20 à 25% du chiffre d'affaires qu'elles réalisent en France y sera consacré. C'est ce que précise la ministre de la Culture dans un entretien au journal Les Échos. En échange de ces investissements, les plateformes de streaming pourront diffuser des films plus vite après leur sortie en salle, alors qu'elles attendent 3 ans actuellement. La Poste se prépare à des fêtes de fin d'année exceptionnelles. Avec l'épidémie de Covid-19, l'entreprise pourrait traiter près de 4 millions de colis lors des journées les plus denses, un chiffre en forte augmentation par rapport à l'an dernier, d'après le directeur général de Colissimo. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum. C'était pas Eric, mais Erika. Merci, pardon, Erika. Retour de l'actualité à 18h, évidemment. Pour l'heure, Pierre-Henri, est avec nous. France Fraternité, Rudy Kazi, conseiller municipal et aussi vice-président de l'association. Le collectif des élus binationaux, effectivement, qui s'appelle le CEBIF. Le CEBIF. Est-ce que Hicham de Metz est avec nous? Est-ce qu'il a patienté, notre Hicham? Oui, j'ai patienté. Merci, mon Hicham, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bon, très bien. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe du côté de Metz? Je voulais vous appeler, c'était pour savoir comment s'en sortir dans un monde où on essaye de s'accrocher. C'est-à-dire, comment s'en sortir par la Covid-19? Vous parlez pourquoi? Pour le Covid-19? Pourquoi? Non, je parle par rapport à tout ce que vous dites. Oui. On essaye de s'en sortir et quand on voit la situation actuelle, on a l'impression de s'enfoncer vers le gouffre, quoi. C'est un sentiment que vous avez, Hicham? Oui, c'est un sentiment. Oui, comment il se traduit, ce sentiment? Je veux dire, de quel... En fait, c'est depuis le 11 septembre, on a l'impression d'être pris pour des cons, quoi. Ah oui. C'est-à-dire, Hicham, allez jusqu'au bout de votre pensée. Il n'y a pas de bout de pensée. On essaye de favoriser les uns en rabaissant les autres. Vous avez l'impression que les musulmans aujourd'hui sont devenus le bouc émissaire dans le monde? Non, pas du tout. On essaye de favoriser certains pendant que d'autres s'enfuissent sous le sable. Ouais, bon. Merci mon Hicham, merci beaucoup en tout cas du côté de Metz. Très métaphorique. Oui, très métaphorique, voilà, mais en tout cas merci beaucoup Hicham. La question que nous vous posons aujourd'hui, on est à 3 heures maintenant de des annonces incroyables, la France est en ébullition. Et en attente de la parole sacrée de Sa Majesté, le roi Macron, qui va s'exprimer à la télévision ce soir et qui va sans nul doute faire une audience absolument extraordinaire ce soir. Et c'est encore les patrons de presse qui vont être ravis, à l'image de TF1 et de tous ceux qui vont retransmettre ce discours ce soir. La recette publicitaire est garantie. Macron va s'exprimer pour nous annoncer quoi? Alors pour certains, un reconfinement. Pour d'autres, ça va être tout simplement un avancement du couvre-feu à 19h et un confinement partiel le week-end. Vers quel scénario on se dirige? En tout cas, est-ce que vous pensez prêts, les Français, à accepter un confinement à l'image de ce que l'on a connu au mois de mars et avril? Alors, il ne serait pas le même parce qu'on nous parle d'écoles qui resteraient ouvertes. Déjà, il faut m'expliquer. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la logique
de confiner effectivement totalement le pays, mais de laisser les écoles ouvertes. C'est pas un confinement. Du coup. C'est pas un confinement, donc il y a quand même déjà une première contradiction. Enfin, parce que tu vois, il y avait 35 millions de personnes qui étaient en télétravail, je crois, pendant le premier confinement. Donc là, ça veut dire que si on demande aux écoles de rouvrir, ça veut dire que parmi ces 35 millions, il y en a beaucoup qui iront travailler en présentiel. Ouais. Donc on n'est pas dans un confinement. Les transports en commun vont continuer à tourner. Les commerces de proximité et de nécessité vont continuer à tourner. Donc on ne sera pas vraiment dans un confinement. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas salutaire ? Quand on sait que, par exemple, on a perdu 2 milliards d'euros durant le confinement, 60 millions d'euros en un mois, notamment au mois mi-mars et avril. Donc on se dit que le confinement total n'est pas forcément la meilleure des solutions parce qu'il y a des commerçants, il y a des commerces qui ne se relèveront pas. D'ailleurs, certains ne se sont pas relevés du premier. Et là, on est je crois, à moins 10% de récession. On est le pays qui sera le plus touché par la crise financière. On va s'endetter, je crois, à 120%, quelque chose comme ça. Non, donc, alors après, pour l'endettement, il y a possibilité de remonter. C'est pas plus le souci, mais le problème, c'est que c'est les ménages qui vont. Il n'a pas l'air très inquiet, notre Pierre. Je suis pas très inquiet. Si, je suis comme tout le monde. Je regarde la situation et puis je suis aussi doté d'un imaginaire qui est un imaginaire de liberté. Et quand on me dit qu'il faut rentrer chez moi à 21h, évidemment, ça me dérange. Et encore plus... Privation de liberté. Et encore plus, si on me dit que je dois rester chez moi toute la journée. Même si, évidemment, je dois être solidaire avec les plus fragiles. Mais ce que je veux surtout expliquer ici, c'est que cette mesure ne s'applique pas simplement, la mesure de confinement ne s'applique pas simplement à la France. C'est vrai en Espagne. Il y a aujourd'hui un couvre-feu de 23h à 6h du matin, avec une variable possible d'une heure. En Italie, les lieux de culture sont fermés jusqu'au 24 novembre. En Belgique, par exemple, où Liège est la ville la plus contaminée d'Europe, ouais. Absolument, il y a un reconfinement partiel. Au Royaume-Uni, le Pays de Galles est reconfiné pour 15 jours. C'est la fermeture à 22h de tous les bars. C'est vrai aussi aux Pays-Bas, au Portugal, en Grèce. Donc, cette situation, elle n'est pas propre à la France. L'Europe, aujourd'hui, voit un retour de la pandémie avec l'arrivée de l'hiver. Ouais, donc, c'est le cas français qui nous intéresse. Oui, mais enfin, le cas français, nous vivons dans un espace européen qui, aujourd'hui, d'ailleurs, appelle à une réponse solidaire et coordonnée. Et qui n'avait pas eu lieu lors du premier confinement. Qui n'a pas eu lieu peut-être lors du premier confinement. Donc j'attends les mesures qui vont être annoncées par le président de la République ce soir. Tu y crois, toi, un confinement généralisé ? Non, je ne pense pas, parce que économiquement, c'est véritablement un drame. Franchement, c'est ce que je viens de dire. Franchement, il n'y a plus de touristes. Enfin, on voit dans les grandes villes. Ouais. Je vois à Paris. Ouais. J'ai des amis qui travaillent dans le secteur du tourisme. Ouais. Et avec toutes les conséquences que ça a sur tous les métiers dépendants du tourisme. Ouais, ouais. C'est une tragédie pour des jeunes gens qui, par exemple, pouvaient bosser, y compris dans le secteur de la restauration, dans le secteur... C'est mort. C'est complètement mort. D'autant plus que tu as aussi la survie TPE des jeunes, et les PME qui sont plus fragiles qu'au mois de printemps. Parce que, oui, donc, pardon, mais Rudy, mais je voudrais terminer là-dessus, parce que le parapluie social, le bouclier social en France est quand même relativement important. Des mesures ont été prises. Sauf que pour les jeunes de 18 à 25 ans, parce que les mêmes mesures ne pourront pas être prises. Il n'y a rien du tout. Le RSA, par exemple, il n'est pas ouvert aux 18-25 ans. Et la pauvreté est en train de progresser et de s'accélérer, notamment chez les jeunes. Ouais, donc attention, les aides aux entreprises qui
attention à ce que nous faisons et à l'équilibre nécessaire entre l'urgence sanitaire, l'urgence sociale, l'urgence économique. Oui. Hakim, de vos jours, est avec nous. Bonjour Hakim. Bonjour Christophe et bonjour à vous deux qui sont invités aussi. Oui, bonjour mon Hakim. Bonjour. Alors, bonjour, inquiet ou pas par rapport aux annonces de Macron ce soir, Hakim? Non, c'est cousu de fil blanc, c'est déjà acté si tu veux. Donc bon, à la limite, moi le confinement ne m'étonnera pas du tout, ça me surprendra pas. Et petite parenthèse, j'aimerais bien qu'on appelle cette maladie par son vrai nom, qui s'appelle le SARS-CoV-2, s'il vous plaît. Parce que Covid est une contraction de plusieurs mots. C'est vrai, Corona, c'est un groupe de virus. Oui, tu as raison. Donc, s'il vous plaît, ça s'appelle le SARS-CoV-2. Donc s'il y a un 2, c'est bien qu'il y en a eu un 1, donc c'est le 1 qui a muté. Ouais. C'est tout. Et en gros, en fait, on emmerde, mais ça vaut pour tous ces pays qui choisissent le confinement. Hein. Je veux dire, on emmerde les gens pour très peu de morts, finalement, si on fait le ration au nombre d'habitants. Je suis désolé, c'est pas le virus tueur qu'on nous raconte, hein, je m'excuse. 32 000 morts, quand même. Hein. Et très franchement, la casse sociale et économique, c'est celle-là qui va être la plus grave. Non, mais qu'est-ce qu'il non, mais attendez. Hakim, tu vas terminer. Tu vas terminer, Hakim, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, je termine. Vas-y. Je termine. Je dis que on n'a pas parlé des suicides et des dégâts que ça a causé ce premier confinement. On a parlé que de l'économique. C'est vrai que c'est une catastrophe. Mais il y a combien de gens qui sont morts de leur solitude, de leur chagrin? T'as des vieux qui sont tombés chez eux, qui ont attendu le déconfinement pour se faire soigner et qui sont sûrement morts. T'as des maladies qu'on a laissé traîner, des gens qui crèvent de cette bêtise. Et je dis que l'Occident aujourd'hui a peur des maladies parce qu'elle s'imaginait que c'était que pour les pauvres et qu'on est gouverné par des hypochondriaques. Point. Alors, attendez, c'est pas faux, ce que dit Hakim est très intéressant parce que quand on est président, on fait quoi? On s'entoure effectivement de conseillers, on écoute la science, mais on n'écoute pas que la science. On se met autour d'une table et les conseillers sont là aussi pour prendre les calculettes des enfants. On fait le topo, le comparatif. Et aujourd'hui, j'ai l'impression finalement que ça n'est pas fait. Quand tu nous dis, bon, il y a eu quand même 32 000 morts, Hakim, ce qui est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. 70 voilà. millions en France. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est un chiffre quand même relativement important. Faut faire attention quand même. Cela dit, et Pierre le rappelait justement tout à l'heure, ou un auditeur, je sais plus, c'est 14 000 morts de la grippe chaque année en France. Absolument, d'accord. Et on n'en fait pas tout un bazar. Donc sous cloche, tu vois. Voilà. Cependant, l'idée de reconfiner tout un pays, moi je vous le dis clairement, tel que je le pense. Et là, vous avez peut-être, je vais peut-être choquer les gens, mais si ce soir Macron prend la décision de reconfiner le pays, il y a une volonté au-delà de la France de tuer l'économie mondiale. Je vous le dis clairement. On est clairement dans cette optique-là. Aujourd'hui, Macron n'est pas seul sur la planète. Il y a plusieurs dirigeants et on a l'impression finalement que on est en train de basculer dans un nouvel ère, dans une nouvelle économie mondiale qui est en train de nous pendre au nez. Et j'ai l'impression qu'on a envie d'en finir et qu'on se sert de cette pandémie, de ce virus, pour en terminer une bonne fois pour toutes avec ce système économique mondial. Ça va être l'économie de l'ultra-surveillance, tu vois, c'est quand même les GAFAM qui se font un vrai bénéfice là-dessus, je suis désolé. L'ultra-contrôle, là, c'est moi qu'on va traiter de complotisme. Tu vois, moi c'est ça qui m'intrigue plus que le virus, tu vois. Oui. En tout cas, ce soir, toi, tu penses qu'il va nous attendre... franchement, Hakim, est-ce que tu penses que les Français vont accepter un nouveau confinement? Est-ce qu'il faut craindre peut-être pas des violences, mais en tout cas une colère? Une colère sociale. Christophe, c'est pas sûr. Tu te rends compte combien de gens qui vont perdre leur boulot? Moi, je suis indépendant, tu vois, par exemple. Tu fais quoi, Hakim? Je suis un indépendant. Ouais. Je suis par terre cette année. Je suis par terre. Et je ne sais pas quand je vais recommencer à travailler. C'est ça. Oui. Hakim, je t'embrasse. Merci, mon Hakim. Moi aussi. À bientôt. 01 40 33 9000. Oui, il y a des gens qui morflent, les enfants. Il y a des gens qui morflent dans la culture. C'est terrible. Il n'y a plus rien. On a l'impression d'être désociabilisés, les enfants. On peut plus aller au cinéma, on peut plus aller au théâtre, on peut plus aller à un concert, on peut plus rien faire. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la responsabilité politique derrière, en fait. Tiens, justement, je voulais vous faire écouter quelque chose. On était le 14 juillet 2020. Emmanuel Macron était interrogé à la télé. Écoutez. S'il y a une deuxième vague qui arrive, est-ce que cette fois-ci, nous serons prêts? Oui, nous serons prêts. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais tous les ministères compétents, les services compétents. Et nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés. Et nous avons l'organisation au plus près du terrain qui permettrait de faire face à une recrudescence si elle était là. Donc plus d'erreurs. En tout cas, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous savons projeter,
modélisée, nous a permis de nous organiser. Mais quand on entend ça, on a envie de dire, mais sur quelle planète vit notre président? Parce que le personnel soignant, Pierre, Rudy, serait pas loin de lui dire, vous êtes un menteur, monsieur le président. Pas un lit de plus de réanimation. Il y a même des lits qui ont été supprimés. Pire que ça. Ils ont été supprimés, pourquoi? Pourquoi, Pierre? Attends, je vais... T'as bien parlé tout à l'heure, laisse-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Oui, le problème... Simplement, le problème... On ne trouve plus d'embauche. Et il y a plein de gens après, après, on peut très bien utiliser aussi des étudiants qui sont là, etc. Aucun lit de... Attendez, en Chine, on a été capable de construire 2 hôpitaux en 10 jours. D'hôpitaux de campagne. En France, on est sorti effectivement. Je ne prendrais pas un modèle sur la Chine. Peut-être, mais en tout cas, les choses sont là, les faits sont là, Pierre. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Oui, tu vas pouvoir. Attends, bouge pas, je termine juste avec Pierre. On va régler un petit désaccord. Mars-avril, ok, personne n'était préparé. Le politique, comme personne, les hôpitaux d'ailleurs, ils n'étaient pas saturés dès cette année. Ils sont saturés depuis 2017, les hôpitaux. Et c'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand le président nous dit le 14 juillet qu'on sera prêt pour la deuxième vague, c'est pas vrai. Parce que rien n'a été fait, rien n'a été anticipé. On n'a tiré aucune leçon de ce qui nous est arrivé. Or, dans la vie, quand il t'arrive une épreuve, tu en tires la leçon en se disant peut-être que la prochaine fois je réagirai différemment. Aujourd'hui, quand il ose nous dire que tout a été préparé et anticipé, c'est faux. Oui, Christophe, je te trouve très sévère dans ta critique. C'est constat, c'est pas moi, c'est les personnels soignants qui le disent, Pierre, c'est pas nous qui travaillons dans les hôpitaux. Oui, quand je me regarde, je m'attriste, quand je me compare, je me réjouis. Oui. Et notamment quand je regarde... Tu nous as comparé aux autres pays européens. Eh bien, justement... Alors qu'on vit pas en Allemagne. Eh bien, justement, si je me compare à un certain nombre d'autres pays européens, nous sommes plutôt dans la moyenne supérieure. Au Royaume-Uni, le nombre de jours où on a enregistré plus d'un mort par million d'habitants, c'est 93 jours. En Italie, on est le pays qui a le plus de cas. 100 jours en Espagne. Non, on est le pays qui a le plus de cas, Pierre. En Suède et aux États-Unis, je n'en parle pas, 183 jours, c'est un véritable désastre. Mais proportionnellement à la population américaine, nous en France, on a plus de morts. Du pouvoir qui est dans une situation extrêmement difficile. Oui, des erreurs ont été faites. On a manqué de masques. On nous a expliqué que les masques ne servaient à rien. Et puis ensuite, on nous a dit... Mais c'est pas le problème, en fait. Attendez, les enfants. On se retrouve dans un instant parce qu'il y a la pub, là. D'accord? Vous allez pouvoir continuer. Non, mais c'est intéressant. On nous coupe à tout bout de champ, là. Tu m'as donné la parole. Tu ne laisses pas aller jusqu'au bout de la parole. C'est dur. Si tu veux que la radio s'écroule, vas-y. Voilà. Mais dans ce cas, quand tu me laisses parler, laisse-moi parler. Non, mais écoutez-moi ça. Alors, on dirait des enfants. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et on peut pas dire dans cette émission qu'on a la langue de bois quand même. Ça serait vraiment très dur de dire cela. On s'exprime, voilà, on débat, on échange sur tous ces sujets quelque peu anxiogènes. On est à peu près à 2h30, un peu plus, des annonces attendues du président de la République, Emmanuel Macron, ce soir, qui va nous annoncer quoi? Écoutez, on sait rien. Enfin, tout le monde sait qu'on ne sait pas, en fait. Ce soir, 20h, on va attendre, en tout cas, patiemment. Et on en discute, bien sûr, et on se pose la question, est-ce que vous pensez que les Français vont accepter ce nouveau confinement, si tant est qu'il y en ait un? Est-ce qu'il sera identique à celui du mois de mars? La réponse est non, puisque les écoles resteront ouvertes. Ça, c'est pratiquement acté. Fermeture des magasins non essentiels. Ça, a priori, ça se dirige vers cela aussi. Un confinement partiel le week-end, c'est pratiquement sûr. Pour ce qui est du reste et de la semaine, il y a beaucoup d'incertitudes. Je pencherai plus, à mon sens et à mon avis, vers un renforcement du couvre-feu, c'est-à-dire un avancement, non plus à 21h, mais 19h. Ce qui permettrait aux gens de pouvoir aller travailler, et de prendre les transports, de prendre la voiture, d'aller chercher les enfants à l'école, parce que ça va être un bon bordel. Si on nous annonce un confinement national et qu'on emmène les enfants à l'école, on fait comment? On n'est pas confiné, tout le monde va sortir le matin et le soir pour aller récupérer les mômes à l'école. Donc ça va être un... Bon, bref, il y a quand même pas mal de choses qui sont encore dans l'incertitude. Il y a Mourad Damien qui est avec nous, il nous attend patiemment depuis tout à l'heure. Il nous supporte, Mourad. Bonjour Mourad. Merci de m'avoir donné la parole, Christophe. Mais vous la prenez, c'est pas moi qui vous la donne. Je ne voulais pas intervenir, mais dans ces moments difficiles, j'apporte mon soutien à la République. Moi, je suis un farouche défenseur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Car ce sont les deux mamelles de la démocratie. Il faut des contre-pouvoirs.
parce que bon, aujourd'hui, Macron est courageux, il défend la liberté de la presse, la liberté de caricaturer. N'oublie pas, ça c'est mon point de vue, n'oublie pas, Christophe, il faut pas avoir la mémoire courte, que des Algériens ont tué des Algériens au nom d'une religion, et ça, c'est grave. Moi, je ne défends pas les religions, je défends la laïcité, je défends la liberté de la presse, je défends la liberté de caricaturer, et je défends je suis pour la caricature des chefs d'État. Voilà, je te remercie. Merci Mourad. Bah écoutez, tu t'es exprimé, c'est ton avis. Après, est-ce qu'on le partage, c'est autre chose, mais c'est ton avis. 01 40 33 9000. Rudy, tu voulais terminer tout à l'heure, c'est ça? Du coup, je suis sûr que tu as perdu le fil. Bah, j'ai pas perdu le fil, mais. Il commence et il termine. Mais mais justement, lorsqu'on passe d'un sujet à un autre, il n'y a plus d'intérêt à revenir sur un sujet. Donc, lance-moi sur un autre sujet. Attends, ce que tu voulais dire la pub est passée, t'as pris un auditeur. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Le sujet est passé. Donne-moi un autre sujet, je vais réagir. Bah non, mais non, on parle du Covid là. On parle du Covid et de ce qui va nous être annoncé ce soir. 01 40 33 9. Bon, écoute, si tu veux que je te dise. Non, bah écoute, on va prendre un auditeur alors. Allô, bonjour. Tu joues avec Salut Christophe. Salut, ton prénom? Bah justement, Rachid, Damien comme Mourad. Salut Rachid de Damien, comment ça va Amiens? Ça se réveille bien Amiens, hein, c'est bien. Ouais, Rachid de Amiens, d'accord. Oui, Rachid de Amiens. J'avais compris Damien comme prénom. Oui, non, c'est Rachid de Amiens, la ville, Amiens dans la Somme. Voilà, c'est ça. La ville de Macron. La ville de Macron en plus, c'est vrai, il est de là-bas lui. Ouais. Surtout sa femme, je crois. Non, lui aussi. Non, lui aussi. Les deux. Macron et sa femme sont... Bah, en même temps, c'était sa prof. Hein, moi, j'ai travaillé à Amiens. Oui. Ouais. C'était bien. Oh ben, c'était au moment où la ville changeait. Bon, Rachid. Ça a beaucoup changé là maintenant. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup grandi. Et donc, sinon, t'as fait des visites dans la maison de Jules Verne ou pas? Qui ça, moi? Oui, toi. Ah, bien sûr. Parce que Jules Verne, il vient d'Amiens. Donc, j'ai eu l'occasion avec l'école. De toute façon, quand t'es à l'école amiénoise, t'es obligé de passer par la maison de Jules Verne. Bon alors Rachid, tu nous appelles pas pour nous parler d'école ou nous parler des visites à faire à Amiens. Tu nous appelles pourquoi, mon Rachid? On va revenir justement sur les propos de mon Mourad qui est aussi amiénois concernant les caricatures. Oui. Donc moi je suis d'accord avec lui concernant la liberté de penser, la liberté d'écrire, mais ce qu'il y a maintenant, où est la limite entre la liberté d'expression et l'insulte? Oui, bah ça c'est une bonne question ça. Où est la limite? Parce que maintenant... C'est à Recep Erdogan qu'il faut poser la question, non? Non, pas que Erdogan. Moi je suis sincèrement pour la liberté d'expression, mais où s'arrête la liberté d'expression justement? Parce que si maintenant on peut dire ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut, et justement se cacher derrière dans les limites de la loi, pour pouvoir blesser des gens ou même les insulter, donc où est la limite? Qui la fixe la limite? Qui est-ce qui dit stop ou pas stop? Alors je vais poser ma petite pierre dans l'édifice pour aller plus loin que toi, Mourad. Aujourd'hui, effectivement... Non, moi c'est Rachid. Rachid, pardon, excuse-moi. Okay. Et je m'adresse à Pierre et à Rudy, en l'occurrence. Parce qu'effectivement, on parle de ce sujet... Qui fixe les limites, justement? Non, mais c'est très intéressant. Je rappelle quand même qu'il y a eu un dessinateur de Charlie Hebdo qui avait fait des caricatures sur le judaïsme. Il a été viré. Alors je précise les caricatures exactes qu'il avait fait. Il avait justement caricaturé le fils de Sarkozy, qui se mariait avec le patron de Darty et qui s'était converti au judaïsme. Voilà. Et pour ça, s'est fait virer. Il s'est fait virer, voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces auditeurs qui vous posent des questions, qui vous interpellent concrètement sur la limite de la liberté d'expression, de la caricature, pas gênant quand on caricature le prophète et on peut comprendre facilement quand même que ça peut heurter une certaine catégorie de la population et des gens appartenant à une religion en particulier, l'islam. Mais quand on caricature d'autres choses, et on peut dire aussi que Charlie Hebdo a beaucoup caricaturé les chrétiens. J'allais le dire. Voilà, surtout les chrétiens. Surtout, c'est vrai. Très par rapport aux chrétiens, très peu et moi, les pour musulmans, être tout à fait juste dans mon analyse, c'est-à-dire que aussi bien le judaïsme que l'islam et que le christianisme, quand il y a des caricatures qui peuvent être drôles, c'est très rare, mais ça peut arriver, pourquoi pas. Mais quand ça vire à l'insulte, et je sais pas si vous avez vu la caricature d'Erdogan, Charlie Hebdo, je trouve ça vraiment... On peut avoir un différend effectivement avec le personnage aujourd'hui,
mais c'est vraiment insultant. Je veux dire, on va juste expliquer à ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Erdogan qui est avec une bière à la main et qui est en train de déshabiller, limite de monter la jupe d'une femme voilée, et avec donc des dires du prophète. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Je veux dire. Oui, mais enfin. Non, mais Pierre, à quoi ça sert? Non, mais attends, la liberté d'expression, c'est un principe absolu en France et en Europe, qui est consacré par plusieurs textes fondamentaux, et notamment l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui dit la chose suivante: la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté d'expression, elle est encadrée, et que l'insulte, notamment, n'est pas permise. Elle n'est pas, la liberté d'expression, elle n'est pas totale et illimitée, et les principales limites à la liberté d'expression en France relèvent de deux catégories: la diffamation et l'injure. Et donc les propos appelant à la haine, qui rassemblent notamment l'apologie de crimes contre l'humanité, les propos antisémites, racistes ou homophobes d'autre part, sont punis par la loi. Et donc ensuite, on peut ne pas trouver très drôle les différentes... Pierre, mais ce qui n'est pas insultant pour toi peut l'être pour quelqu'un, c'est ça que je veux t'expliquer. Je comprends totalement ça, et je le respecte. Maintenant, si ça plaît pas, on se détourne, et on n'achète pas Charlie, puis voilà, c'est tout. Voilà, moi je ne t'ai jamais dit que j'étais absolument un fan des caricatures et des dessins de Charlie. Simplement, je suis attaché à la liberté d'expression et je la défendrai toujours. Pour tout le monde. Mais dans le cadre de la loi et pour tout le monde. D'accord. Vas-y, Rachid. Moi, dans l'absolu, je suis d'accord avec Pierre. Il faut être attaché à la liberté d'expression. C'est ce qui, justement, peut nous permettre de débattre sur plusieurs choses. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais aujourd'hui, il est clair, moi, en tout cas, pour moi, après, c'est qu'un avis personnel. Je dis un avis personnel, je pense que c'est aujourd'hui l'avis de beaucoup de personnes, et même de beaucoup de non-musulmans, qu'aujourd'hui, il y a vraiment une catégorie de personnes qui est vraiment ciblée dans la caricature. Là, il faut vraiment se mettre un voile devant les yeux pour ne pas le voir. Là, aujourd'hui, c'est clairement aujourd'hui la même communauté qui est tout le temps visée. Et pourquoi, on ne sait pas. Même si moi, personnellement, ça me dérange pas. Franchement, ils peuvent caricaturer ce qu'ils veulent. Ça va pas m'empêcher de dormir. Et moi, la question que je me pose... Rachid, je peux te répondre, s'il te plaît? Oui, vas-y, réponds, Rachid. Oui, parce que bon, je vous entends parler, je vous entends discuter, ce serait bien que je puisse parler un petit peu aussi. Rudy, arrête un peu. Je viens pour parler, sinon je viens pas. Il n'y a pas de problème. Arrête de faire ta pleureuse, mon Rudy. C'est pas mon habitude, mais si je vois un truc, je le dis. Donc, tu t'exprimes suffisamment dans cette émission. Non, pas suffisamment, parce que depuis tout à l'heure... Est-ce que chez Beurre FM, tu t'exprimes aussi beaucoup plus que ça? Mais là, tu dis, bon, alors quoi? Je t'ai pas répondu. Tu me dis, bon alors, est-ce que je t'ai répondu? Je t'ai pas répondu. Tu dis, bon alors quoi? Tu m'as pas laissé parler tout à l'heure. Tu m'as donné la parole. La pub est passée. 2 auditeurs sont passés. J'ai pas répondu. Je viens pour parler. Sinon, je viens pas. Bref. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul. Bah oui, on est des hommes. On se parle comme des hommes. Hein. Bah, exactement. Moi, bah oui. Et quand je suis sérieux. Je suis gentil, mais je suis sérieux. Bon. Tu vois, il y a du recul qu'il faut prendre, je pense, par rapport à cette question, en fait, Rachid, parce que l'islam, c'est une religion et en même temps, c'est une culture. En France, il y a une culture donc de la liberté d'expression et donc de la laïcité parce qu'il y a une histoire, effectivement, par rapport à la séparation de l'Église et de l'État, etc. Mais donc, du coup, et moi, ce que je pense, c'est qu'il se heurte, en fait, 2 principes. Il se heurte le principe du sacré et le principe du laïque dans un espace tel qu'est la France, qui est un espace inédit en la matière à travers le monde. C'est normal, en fait, qu'au Moyen-Orient, les gens prennent mal ce qui se passe en France. C'est parce que c'est pas du tout leur mode de réflexion, c'est pas du tout en fait leur façon de voir les choses. Et en même temps, la France aussi veut rester dans son identité, etc. Et donc du coup, finalement, comme on vit sur le sol français, c'est aux musulmans finalement en fait d'accepter la vision française, mais en même temps de se défendre dans le cadre de la loi. Et par exemple, moi, je trouve aussi que là, il y a comme un vice, en fait, si tu veux, il y a, comment dire, une zone grise qui fait que, par exemple, si il y a des actes antisémites qui vont être reprochables, bah, du coup, ils vont être attaqués, mais les actes islamophobes, on va mélanger actes islamophobes et atteintes vis-à-vis de la religion.
Or, en fait, un musulman ne peut pas ne peut pas se sentir, en fait, islamophisé, je sais pas si ça se dit, ne peut pas, en fait, se sentir attaqué en question de sa religion, si c'est la religion qui est attaquée, et non pas si c'est lui qui est attaqué parce qu'il est musulman. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que là, il y a une grande différenciation à faire là-dessus, tu vois. Rudy, là-dessus, alors là, je crois que t'as pas bien compris ce que j'ai voulu dire, alors je vais me réexpliquer. Non, je t'ai compris, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, j'ai apporté une nuance, en fait. Je suis d'accord avec toi à 1000% même. Et je suis même pour la liberté d'expression. Moi, la question, donc je vais la réitérer, c'est justement pourquoi tout le temps c'est la même religion qui est pas attaquée, qui est massacrée. Que ce soit dans les caricatures, dans les journaux, mais justement, moi je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux dans les caricatures. Il y a plus de caricatures sur les chrétiens que sur les musulmans. Sauf la réalité, c'est que comme en France les chrétiens se sont habitués à la laïcité, ils réagissent pas de la même manière que les musulmans qui en France appartiennent surtout à une communauté qui est soit arabophobe ou d'Afrique subsaharienne, mais enfin Afrique de l'Ouest, etc. Qui appartient en fait à une mouvance d'immigration qui date d'il y a 50, 60, 70 ans et qui donc du coup s'est pas encore habitué à ces habitus du traitement en fait de la laïcité. Maintenant, l'autre question aussi que je pose, c'est quand on parle de la loi, je trouve que même la loi est instrumentalisée. C'est vrai que la loi doit encadrer, notamment par la laïcité, la liberté de culte et finalement tout ce qui ne doit pas rentrer en ligne de compte tel que d'imposer sa loi à la République, etc. Mais par exemple, le socle, comme on dit en droit, c'est-à-dire le socle donc le socle de la loi française dont fait partie la Constitution, le socle constitutionnel, et ben dans la Constitution, il est dit que la France respecte tous les cultes. Alors, est-ce que maintenant, quand un culte est attaqué tel que c'est le cas, est-ce que ça relève de la liberté d'expression ou ça relève de l'attaque contre le culte, là où la Constitution dit que la France respecte tous les cultes? Moi, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut poser comme question. Parce que dire effectivement que la loi protège la liberté d'expression, certes, mais la loi qui est celle qui est notre socle républicain, à savoir la Constitution, dit que la loi respecte tous les cultes. Voilà, moi je pense qu'il y a aussi ces questions-là qu'il faut poser, parce qu'à un moment donné, je peux comprendre qu'un musulman se sente attaqué parce qu'on touche à son prophète, mais à ce moment-là, faut invoquer la loi, faut invoquer la Constitution pour pouvoir établir un espace de discussion. On a le droit de se moquer des religions dans notre pays, mais on n'a pas le droit de se moquer des gens qui pratiquent. Oui. C'est une différence. C'est clair. Mais maintenant, quand la France dit qu'elle respecte tous les cultes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand je regarde les... oui, mais je pose une question, parce qu'à un moment donné, j'ai parlé, et j'ai quand même posé sur la table quelque chose d'important. La Constitution dit que la France respecte tous les cultes. La Constitution dit que la France respecte tous les cultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tous les cultes? Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la pratique? Chacun a le droit de pratiquer son culte dans la sécurité. Mais lorsque Charlie Hebdo fait des caricatures insultantes sur le culte, il en fait. Est-ce que là il y a un respect sur le culte? Mais il n'y a pas de respect sur le culte. Il en fait également. D'accord, mais est-ce qu'il y a un respect sur le culte? Moi je pose la question. Rachid, t'en penses quoi? Je pense que là, vu comment que tu as ramené la chose, il est vrai que maintenant, je te rejoins quand même. Mais moi, la question que je me posais, c'était parce que tu m'as dit que toutes les religions sont attaquées de la même manière. Moi, ça, Rudy, je pense pas, parce que... Je parlais pour les caricatures, particulièrement. Non, bien sûr, je parle des caricatures. Au niveau des caricatures, je pense pas que toutes les religions sont attaquées. En tout cas, Charlie Hebdo a fait plus de une en fait où ils attaquent par exemple le christianisme que celle qui attaque l'islam. Mais par exemple, on parle plus de celle qui attaque l'islam. J'ai par exemple sous les yeux une caricature de Charlie Hebdo avec le Christ en croix et qui commande une élection. Rachid, ça je te l'assure. Le Christ dit encore une élection truquée, décrochez-moi, je veux voter. Sincèrement, on peut. Pire, hein, celle-là, c'est pas la pire. Elle est gentille. Celle-là, elle est très gentille. Mais franchement, c'est dans la tradition. Encore une fois, qu'on peut aimer, ne pas aimer, etc. Mais c'est dans la tradition des humoristes. Mais on a le droit de le critiquer. Moi, je trouve que, par exemple, que c'est insultant sur les cultes. Et on se retrouve pas là dans le socle constitutionnel qui fait la France, à savoir le respect des cultes. Merci, mon Après, Rachid. Chacun est libre, hein, mais bon, voilà. Merci, Rachid. Et merci à toi. 01 40 33 9000. Très intéressant, mine de rien, ce petit débat. Hein, très intéressant. Mais vous avez pas répondu à la question. Tu remarques qu'on parle jamais de ça. Hein. Mais non, mais on parle des caricatures sur l'islam, sur les chrétiens.
sortez-moi et trouvez-moi des caricatures sur le judaïsme, il n'y en a pas. Non, je suis... Bah, trouve-moi. Ah bah, vas-y, trouve mon Pierre, vas-y. Oui, vas-y. Bien sûr. Ouais. Allô, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, la meilleure caricature, c'est par les Juifs eux-mêmes. Oui, bien sûr. Bonjour, c'est Samir de Paris. Bonjour Samir de Paris. Bonjour. Vous allez bien, bonjour à tous. Moi, je suis... Pierre, moi, je suis pour la liberté absolue. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut. Chacun caricature ce qu'il veut. Mais faut pas que ça soit géométrie variable. C'est comme tout en fait dans la vie. D'accord. C'est pas quand ça nous arrange. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais voilà. Donc moi, il y a pas de problème. Dès lors que tout le monde est traité à égal, ça me dérange pas. Il y a pas de problème. Allô, bonjour Samir, on t'écoute. Oui, bonjour Christophe. En fait, c'est par rapport aux caricatures. Le souci, en fait, moi, les caricatures personnellement, elles me dérangent pas en fait. Oui, mais tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Mais il faut être honnête. Les caricatures, elles dérangent, sauf qu'en fait, on accepte qu'elles soient là, c'est tout. Mais non, mais ça dérange qui? Ça dérange les mais attends, laisse-le répondre. Samir, parle, exprime-toi, parce que c'est formidable, parce que les gens qui témoignent là... Moi, je passe mon chemin, je suis au-dessus de ça, en gros. Ouais. Le souci, c'est quand il se passe un drame, en tant que musulman, en fait, ça accentue les actes... islamophobes. Et c'est là, en fait, c'est les conséquences qui se passent derrière. Voilà, les conséquences. Pierre, en fait, voilà, le dit. C'est les conséquences, parce que quand il y a un acte, effectivement, qui est commis par des fous alliés, par des débiles, par tout ce que vous voulez, des inqualifiables, qui utilisent, au nom d'une religion en plus, pour commettre ces atrocités, pour se servir de ces fameuses caricatures, c'est ce qui a été fait, notamment dans les locaux de Charlie Hebdo. Les actes derrière, des conséquences que ça peut avoir sur des gens comme Samir qui nous appelle, ou comme sa femme qui, par exemple, peut-être peut porter le voile, et donc c'est distinct. Et on a vu ces deux femmes qui ont été agressées autour de la Tour Eiffel, et on en a pas parlé. Poignardé deux femmes devant leurs enfants. Oui. Non, on n'en a pas parlé. La couverture médiatique était faible. Oui, on est d'accord. Samir, vas-y, termine Samir. Pardonnez-moi. Des conséquences directes ou indirectes sur des personnes physiques ou morales, comme les associations, comme les trucs. Et c'est ça qui pose souci, en fait. Mais les caricatures, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, notre prophète, alayhi salatu wassalam, on sait, on a lu sa biographie, on a lu, alhamdoulilah, on connaît. Moi, je suis arabophone. C'est-à-dire, voilà, j'ai la chance de pouvoir, m'instruire en français, en arabe. Mais quand il se passe un drame, c'est la communauté qui est ciblée, et il y a deux victimes en fait. Donc il y a la première victime, ça va être les caricaturistes, c'est malheureux pour eux, on leur souhaite pas ce qui se passe, et aussi les autres musulmans qui prennent aussi plein la tronche, vous voyez. Et c'est ça en fait, c'est les effets de des caricatures, c'est pas la caricature en tant que telle. Voilà, c'est juste ça. Merci mon Samir, on a bien compris en tout cas où tu veux en venir, et c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Non, je voulais poser une question à Samir aussi, parce qu'il y a un biais qui peut être intéressant aussi à voir, c'est à savoir cette jeunesse qui analyse ces caricatures, qui effectivement a le sentiment d'être pointée du doigt en tant que musulman. Souvent, c'est une jeunesse qui habite en quartier, qu'elle soit donc musulmane, maghrébine ou africaine, qui est déjà confrontée à un problème, qui est l'exclusion sociale. Donc quand en fait ils voient entre guillemets leur religion caricaturée, quand je dis leur religion, je parle plutôt de l'aspect culturel, parce que beaucoup dans les quartiers sont pas forcément des grands pratiquants. Moi j'ai grandi en quartier, le ramadan américain on a bien connu, juste pour tacler un petit peu mes potes. Mais tu vois, cette question se pose là aussi, parce que c'est des jeunes qui déjà se sentent un petit peu exclus socialement, qui font face à un racisme qui existe. Ils ont l'impression aussi qu'ils sont niés dans leur essence même culturelle. Et je trouve que la réponse qui est apportée à cette jeunesse, non seulement pour leur développer leur esprit critique en leur disant, bon, certes, voilà, il faut que vous preniez le maximum de recul par rapport à ces caricatures, parce qu'en France, on a le droit de le faire, sachant que quand on nous dit le droit au blasphème, le droit au blasphème n'existe pas dans la loi. On dit juste, en fait, que le blasphème n'est pas puni par la loi. Ouais. Ça donne pas un droit, ça donne c'est une liberté qui est courue. Ouais. Exactement. Donc, à un moment donné, lorsque, dans la loi notamment du séparatisme, lorsqu'on s'adresse à cette jeunesse-là, il faut aussi tenir compte du mal-être dans lequel elle peut se trouver. Peut-être que c'est même un mal-être qui est exacerbé du fait qu'elle vit ses racismes, ses discriminations, et qu'en même temps, lorsque sa religion est attaquée de plein fouet, on n'invoque pas la liberté de croire. Lorsque, par exemple, il y a des crimes racistes qui sont pratiqués, pas uniquement parce que c'est des maghrébines, mais parce qu'elles sont prétendument musulmanes. Bon, si elles portent le voile, c'est qu'elles le sont a priori. Et donc, du coup, c'est la foi aussi qui est attaquée derrière. Donc, finalement, c'est comme un renversement du terrorisme, comme pour pouvoir en
fait essayer de rééquilibrer la balance. Vous nous avez attaqué, nous vous attaquons, mais d'une certaine manière, c'est aussi un acte terroriste. Il y a eu, parce que tu te sers d'un événement dramatique. Oui, moi, je parle de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir les 2 femmes voilées qui ont été poignardées. Les 2 femmes, et qui, au bout de 3 jours, ont vu la qualification d'homicide, de tentative d'homicide et de crime raciste retenus par le parquet. Et moi, je suis de ceux qui ont regretté, évidemment, que... Pour moi, c'est une forme de contre-terrorisme. Non, mais qu'il n'y ait pas eu plus d'informations dans les médias ça sur n'a pas été couvert. Ça n'a pas été couvert. Et ça, c'est une erreur fantastique. Il ne faut rien laisser passer en matière d'actes racistes, d'où qu'ils viennent. Mais maintenant, quand un jeune qui lui voit ça, qu'est-ce qu'il se dit, ce jeune-là? Tu vois, il se dit, laisse-moi terminer. Mais moi, je ne suis pas attaqué. Tu vois, je suis attaqué. Il y a un groupe d'études qui va être mis en place, une commission d'enquête parlementaire sur tous les actes anti-musulmans, anti-chrétiens, anti-juifs. Non, mais ça sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose. Attends, laisse-moi te dire. Attends, moi, je n'ai pas... Tu ne fais que parler. Oui, mais tu fais que couper. Attends, arrête. On est dans un débat, on discute. Moi, je te dis que ça sert à rien. Ce genre de commission ad hoc, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne traîne pas le problème de fond. Tout ce qu'on va faire, c'est on va dire aux policiers de mieux traiter. Bah oui, on va dire aux policiers de mieux traiter on laisse place à un auditeur pour terminer, etc. Juste, je termine là-dessus. On prend pas en compte. En fait. On prend pas. Bah oui, mais quand c'est moi qui dis que je veux terminer, on pose problème. Pierre, il prend la parole pendant longtemps et je parle plus vite que lui. Je parle plus vite que lui, mais on me coupe plus vite. 17 minutes, t'as gardé la parole. C'est pas vrai. Je te jure, c'est vrai. J'ai calculé. C'est pas vrai. Bref, juste pour terminer là-dessus, qu'il y ait une commission. Il reprend la parole. C'est extraordinaire. Alors si j'arrête de parler, jusqu'à la fin de l'émission. Mais non, ça y est, il va se vexer, Rudy. Mais non, je me vexe pas. À un moment donné, on est des hommes, on parle. Ce genre de commission, ça sert pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entourent pas forcément des bonnes personnes pour tenir compte des réalités que connaissent la jeunesse des quartiers. C'est un préjugé. C'est pas un préjugé. Je connais suffisamment de parlementaires pour le dire. Les commissions d'enquête parlementaire, elles se font aussi avec un certain nombre d'auditions. Donc il faut y aller. Et tu es toi-même souvent convoqué à ces commissions d'enquête parlementaire. Alors crache pas dans la soupe. Je crache pas dans la soupe et je suis pas suffisamment convoqué. D'ailleurs, j'aimerais que ce soit plus souvent le cas. On va passer le message. Allez, allô, bonjour, qui est avec nous pour terminer. Souvent, ça n'accouche pas des bonnes solutions derrière. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous, c'est Mehdi à l'appareil. Salut Mehdi, vas-y, t'as 1 minute, hein, c'est pas de ma faute. En fait, je voulais un petit peu aller dans le sens où si on pouvait la faire un peu à l'envers. On a une communauté aujourd'hui qui est en France, la communauté musulmane. Ouais. Et en fait, cette communauté, c'est une nouvelle communauté qui est en train de s'intégrer ici en France depuis quelques générations. Et peut-être que en se disant, moi en tant que Français, peut-être je vais faire un effort du côté de cette communauté qui est dans sa religion c'est blessant. En fait, c'est même pas question de blasphème, on s'en fout carrément. C'est juste que ça nous blesse. Voilà, c'est ça. C'est insultant. Merci mon Mehdi, je suis désolé parce qu'il y a la pub qui arrive et puis on arrive au terme de cette émission. Bougez pas les enfants dans un instant. Bah oui, passionnante, absolument. Hein, bon, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum pour les quelques minutes qui nous restent, les enfants avec Pierre-Henri, avec Rudy Kazi et le petit quiz qui va bien. Le quiz. J'espère qu'ils seront meilleurs qu'au premier quiz, hein, tous les deux. Première question, quel pays maghrébin a fustigé une campagne virulente contre l'islam après les propos de Macron? C'est pas le Maroc. L'Algérie? Oui, l'Algérie. Le dernier en date, je parlais. Hein. Voilà, c'est l'Algérie. Ouais, c'est vrai que le Maroc l'a fait avant. Tiens, le consulat général de quel pays maghrébin en France fermé à Paris en raison Tunisie. Oui, en raison de beaucoup de cas de Covid-19. Donc sachez que le consulat général de Tunisie est fermé à Paris. Celui de Pantin reste ouvert. Combien de morts dus au Covid-19 annoncés hier en France? 33 000. Non, 248. Alors, oui, alors c'est oui et non. Non, parce oui, parce qu'il y a eu un retard. Il y a eu un retard au niveau des EHPAD. 523 est exactement la bonne réponse. Merci mon Pierre. Le vice-ministre de la Culture de quel pays a traité Turquie. sur Twitter, Charlie Hebdo de bâtard
et de fils de chienne. Turquie, ouais. Turquie. Très élégant de la part d'un ministre. Oui. Bravo. Qui a jugé indispensable, sur Twitter encore, de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 ? Quelle personnalité politique ? Non. Personnalité politique française sur Twitter qui a indiqué Castex. cela. Castex, évidemment. Et enfin, l'imam de quelle grande ville de France a refusé une protection rapprochée après des menaces de Daesh? De Bordeaux. Non, de Bordeaux, monsieur Tariq Obrouk qui a refusé une protection rapprochée. Gagné. Il est bon, notre Pierre. Il est bon, il s'est bien réveillé. rattrapé. Voilà, il s'est bien réveillé. Bon, les enfants, retour demain. Probablement en studio. Très probablement en studio. Demain avec Sherazade et avec Khadija, une nouvelle chroniqueuse qui nous rejoint. Jeune chroniqueuse qui est en 3e année de Sciences Po. Que nous accueillerons demain entre 16h et 18h. On va sans nul doute débriefer les annonces d'Emmanuel Macron ce soir. 2 scénarios sont sur la table, plus que 3 d'ailleurs. Le reconfinement national avec ouverture des écoles ou un avancement du couvre-feu à 19h et un confinement le week-end. Voilà vers quoi on se dirige concernant les annonces ce soir. Mes réponses dans 2 heures maintenant, les enfants. C'est un petit peu anxiogène tout ça, mais on va prendre tout cela avec légèreté, tranquillement, et puis on va accepter ce qui doit être acceptable, tout simplement, en espérant le meilleur et qu'on s'en sorte très très vite et que cette pandémie puisse disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Mais elle commence à être longue quand même, cette histoire, ça commence à être long. Bon Pierre, merci beaucoup. C'est pas prêt de s'arrêter. Eh bien, merci Christophe, merci aux auditeurs. Et on va aller manger de la vache qui rit, nous. Voilà, et c'est ça. Merci mon Rudy. Bonne soirée à tous. Ça va, t'as bien parlé aujourd'hui. On en rediscutera. Non, t'as bien parlé. Arrête, Rudy. Rudy, ne me force pas à dire des choses. Bah, dis ce que t'as à dire, y a pas de problème. Bon, sur France Maghreb 2, t'as 2 heures d'émission. Tu t'exprimes quasiment 3/4 d'heure dans 2 heures. C'est quand même pas mal. Je t'invite à regarder les émissions de débat à la télé où les mecs penses que viennent. je regarde pas. Les mecs viennent, ils parlent 2 minutes sur 1 heure. 2 minutes. Voilà. Allez, c'est formidable. No comment. France, Maghreb 2. J'ai tellement parlé que j'ai plus rien à dire. Bah voilà, ça y est, voilà, il a été au bout. No comment. No comment. Merci mon Rudy, merci mon Pierre, merci à tous.